Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous présenter ce nouveau numéro. C'est ainsi que nous allons vous parler d'un chercheur africain prolifique, mais oublié du public. Il s'agit bien là de M. Romain-Pierre Menata. Il est né le 28 février 1966 à Brazzaville, en République du Congo. Ce jeune savant et chercheur est un ancien étudiant de l'université Mariam Wabi. Licencié en sciences économiques, fonctionnaire de l'administration congolaise, Romain-Pierre Menata est une intelligence multiple, fondateur de la mythologie et de la phonétique en linguistique. Il a créé l'algèbre des nombres et a initié la microanalyse des mathématiques à travers une fonction. Aujourd'hui, il nous parle de la théorie sur la création scientifique. Pour ne pas vous en dire plus, nous vous demandons de l'expliquer. Vous avez édité une brochure sur la théorie, sur la création scientifique ou comment devenir un savant. Pouvez-nous parler réellement de la genèse de vos recherches? Bien, après avoir fini mes études à l'université Mariam Wabi, j'ai eu une quête personnelle, celle de trouver les secrets de la création en Europe. C'est ainsi que j'ai été amené, après y être arrivé, d'expérimenter ses qualités et ses compétences. Donc, depuis pratiquement 1994, j'ai mis au point, tour à tour, des théories de linguistique qui sont là à votre côté. Donc, c'est que la motomologie et la phonétique qui nous permet de trouver les relations au sein des langues, de trouver la morphologie des mots par la dissection, de déterminer les équations de génération des mots, d'autres mots pour une langue, les chaînes de génération des mots. Donc là, vous pouvez trouver le mot famille peut être déduit par inclusion, en commençant par il, mille et famille. De même que le mot télévision. Cette théorie, aujourd'hui, permet de déterminer la différence entre le singulier et le pluriel, le masculin et le féminin. Après avoir fait cette théorie, nous avions aussi dans le même temps élaboré l'algèbre des nombres pairs et impairs, ce qui est une systématisation du 7e livre d'Euclide qu'on a abandonné depuis par manque de théorisation. Nous avions aussi mis en place la fonction décimale, une fonction qui ne s'étudie que dans la variation entre -1 et +1, et cette fonction nous a amené à trouver le nombre dit infini, parce que quand la limite, lorsque x tend vers l'infini, de l'exponentielle de 0,1 est égal à 1. Et pour le fait que l'exponentielle, c'est-à-dire que 0,1 n'est pas proche de 0,9 n'est pas proche de 1, parce que l'exponentielle de 0,9 n'est pas égal à 1, mais que c'est 0,999 999 qui est proche de 1. À ce niveau, tout récemment aussi, nous avons mis en place les complexes arithmétiques, donc exprimer en termes de nombres complexes les fractions. Donc 3 cinquièmes, c'est 3 plus 2i, et 5 tiers, qui est son inverse, ça fera 3 moins 2i. À ce niveau-là, il y a des hypothèses personnelles. Nous avions, à la fin, au niveau de ce qui est des sciences exactes, réussi à trouver la formule de la puissance absolue, ce que j'appelle même la formule de la présence de Dieu, donc une démonstration mathématique de l'existence de Dieu. Parce que on ne peut agir en un temps presque nul qu'à la dimension divine, c'est-à-dire faire les choses en dehors du mouvement. Et là, cette formule démontre que l'absence de la dynamique en physique a amené Einstein à dire que la masse ne varie pas dans les mouvements animés de petite vitesse. C'est une démonstration beaucoup plus longue, et au cours de cette démonstration, il est trouvé ce que l'on peut appeler l'origine de la masse.
La masse vient de la décélération de l'énergie, parce que lorsqu'on accélère la masse, nous arrivons à l'énergie. Et un exemple que nous avons tous les jours, un fait que nous avons tous les jours, c'est quand une bougie s'allume, elle s'épuise, mais la flamme de la bougie va vers l'invisible. Donc, on dit que la lumière est la dernière forme de la masse visible. Au niveau de la philosophie, nous avions déterminé la divine idéologie, la philosophie du bien et du mal. Ce n'est pas un éloge effectivement au mal, mais une détermination des jouissances, du bienfait qui vient des actes malencontreux. Les exemples sont courants. L'Afrique aujourd'hui en tire une grande satisfaction. Nous avons un grand homme, Nelson Mandela, mais qui n'est que le contre-courant de l'apartheid, qui est un mal. Donc le bien Mandela est le contre et la résultante du mal qu'est l'apartheid. C'est là au niveau... Nous sommes aussi inventeurs, les gens ne le prennent pas souvent en compte, parce qu'à ce niveau, nous avions mis en place le tennis, un jeu de tennis que nous appelons le spider tennis, et un jeu de volleyball qui est le crossball. Voilà ce qui est au niveau de la genèse, et nous travaillons depuis 1994. Je crois que cette démonstration que vous avez faite est beaucoup plus scientifique et technique. Alors, avant que nous y rentrons en profondeur, ici les téléspectateurs voudraient savoir pourquoi vous avez choisi le thème, la théorie sur la création scientifique. Voilà, une fois, parce que je l'ai dit, sur interpellation de Papa Diangenda, nous n'allons pas avoir honte de le dire, parce que nous le suivions, je crois, en décembre 91, lorsqu'il disait « Motomuindo Autawapi ». Et une fois que nous avions trouvé les grands secrets qui aident les Occidentaux à créer des théories scientifiques, nous étions obligés de donner ces théories-là, de systématiser toutes ces choses dans un ouvrage que nous avions appelé « Comment devenir un savant » ou « Théorie sur la création scientifique ». Donc, c'est une synthèse, oui, c'est une synthèse d'une vie de recherche que nous faisons bénéficier aux autres, de telle sorte que le noir, l'Africain, participe aussi à la création des connaissances. Aujourd'hui, l'Afrique n'offre au monde que l'Égypte antique. C'est bien ce qu'ils avaient fait, mais les Égyptiens sont morts. Et en plus, la suprématie d'un peuple réside effectivement dans le travail scientifique, dans le travail de l'art, dans le travail de la culture. Donc, pour que nous accédions à notre suprématie, pour que nous soyons au même niveau que les autres peuples, nous avons systématisé un enseignement dit théorie sur la création scientifique ou comment devenir un savant. Monsieur Romet, quelle est la différence, faites-vous, entre savant, chercheur, professeur et un docteur? Parce qu'il y a une certaine confusion au niveau de vous, les hommes des sciences. Oui, au niveau... vous faites là de poser cette question pour que le public soit édifié sur ces questions-là. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, parce que pour éviter que je sois pris comme étant un imposteur, je ne parle que de ce que les Occidentaux ont dit en ces domaines. C'est le professeur Toussaint qui définit que le savant est celui qui sait des choses dans un certain domaine et qui a la volonté et les aptitudes de les approfondir. L'enseignant ou le professeur est celui qui élève les consciences. Donc un homme qui expose ce qui existe. Le chercheur, on va aller prendre la définition chez Roland Barthes, et j'aime bien cette définition, quand il dit il y a un moment où l'on enseigne ce qu'on ne connaît pas, cela s'appelle chercher. Donc le chercheur est celui qui trouve les nouveaux enseignements, donc ce que l'on ne connaît pas. Le docteur, dans le cursus universitaire, lorsqu'on veut accéder à l'enseignement universitaire, on passe un doctorat. Donc on est reconnu apte à faire la recherche. À ce niveau, s'il faut faire un certain classement, et à l'appui de Henri Guiton, nous dirons que le chercheur est au-dessus du professeur.
Parce que c'est lui qui trouve les matières d'enseignement. Les matières d'enseignement. Et le docteur, c'est quelqu'un qu'on a reconnu et il doit effectivement le prouver pour qu'il accède au grade d'enseignant-chercheur, surtout celui-là à l'université. Alors, à ce niveau-là, puisque la différence est donnée entre savant chercheur, professeur et docteur. Aujourd'hui, vous êtes un grand chercheur, un savant, on peut le dire. Alors, dites-nous un peu, quels sont les différents moyens appropriés pour accéder à une recherche telle que vous l'avez fait? Bon, la recherche, c'est une ascèse. Et effectivement, l'Afrique, il y a une difficulté au niveau de l'Afrique parce que à la chaire Kada Maloula, on a trouvé qu'il y avait une abondance d'intelligence interprétative. C'est-à-dire que c'est les docteurs et qu'il manquait l'intelligence créative. À ce niveau, le prix Nobel de physique de Broglie, lui de Broglie, a bien mis l'interface entre l'irrationnel et le rationnel. En fait, le grand moyen pour accéder à une recherche qui trouve, c'est de développer les avenues de la connaissance intuitive. C'est-à-dire arriver à faire l'interaction entre le conscient et le subconscient. Le conscient, donc la réflexion que vous faites, ce que vous voyez, sera la solution portée par l'esprit. Donc la question est envoyée au niveau de l'esprit qui donne la réponse au temps voulu. Ça ne dépendra pas du chercheur. Donc c'est une qualité qu'il faut développer par la concentration, la méditation, la contemplation. Et à ce niveau-là, on accède à la recherche qui trouve. Je vois que le débat est axé là-dessus, c'est très important. Mais je voudrais savoir, une fois de plus, est-il facile de trouver pendant vos recherches? Non, il n'est pas facile de trouver parce que là, à ce niveau, il y a Marthe Demers qui a bien dit, les chercheurs qui cherchent, on en trouve. Les chercheurs qui trouvent, on en cherche. Et même Einstein a dit, si au niveau le temple de la recherche serait vide, s'il n'y avait pas effectivement cette qualité, parce qu'ils sont nombreux. Aujourd'hui, pratiquement à l'université, tous les docteurs, les enseignants qui auront doctoral sont des chercheurs. Mais l'Afrique est à 2% de la création de la connaissance. Donc ce n'est pas toujours facile. Monsieur Romer, et tout ceci tourne autour de l'intellectuel, c'est-à-dire quelqu'un qui a appris et qui est en train d'apprendre pour chercher, devenir savant, et comme vous l'avez écrit dans votre livre ici. Alors, la question est de savoir, est-ce que la formation scolaire ou universitaire est-elle suffisante pour devenir un savant? Non. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Alexander Cohn. Et puisque vous étudiez, vous devenez un docteur, vous avez un titre académique ou universitaire, cela vous permettra de chercher. Non, c'est la grande partie pour accéder à la création scientifique, c'est la partie spirituelle. Et c'est celle-là que auquel l'Afrique n'a pas accès facilement. Pourquoi? Donc on a fait une rupture entre la religion et l'État, et ceux qui l'ont fait à dessein. Parce qu'ils ont des sociétés secrètes dans lesquelles ils évoluent. Et on ne peut pas séparer le fonctionnement du monde matériel du fonctionnement du monde spirituel. Parce que les grandes idées, quand j'ai parlé de l'intuition, les grandes idées viennent du monde spirituel. Lorsque j'ai parlé de l'intuition, cela est défini à un certain niveau comme l'intelligence de Dieu. Donc quand vous aviez développé l'intuition, vous accédez à la connaissance divine et vous traduisez sur le plan matériel ce qu'est du monde spirituel. Si c'était seulement pour la formation, on n'aurait pas eu Einstein. Ça n'a pas été un garçon intelligent à l'école. Parce qu'il a échoué au concours d'entrée à l'université. Il est allé au Polytechnicum où il est sorti ingénieur de 3e niveau. Le cas de Turgot, c'est un autodidacte. Le fondateur de l'anthropologie culturelle n'a jamais été à l'école. Il a même été fier
d'être jusqu'aujourd'hui le seul enseignant qui n'a jamais été à l'école, le seul professeur d'université qui n'a jamais été à l'école. On va parler de Ricardo qui a fait l'école à l'âge de 15 ans. Celui-là encore qui a critiqué un professeur d'université, Adam Smith, pour créer la théorie classique au niveau de l'économie. Donc ce n'est pas... la formation scolaire nous met en contact avec l'existant. Mais la création scientifique vient de cette autre partie que lui de Broglie appelle l'irrationnel. Êtes-vous d'accord avec moi si je disais que la création était un don de Dieu? Si oui, comment arrive-t-on à la création scientifique et quelles sont les qualités? La création est un don de Dieu parce que Fleming le dit. Dans ce livre, tout est répertorié. Tous les grands savants que j'ai lus sont passés par là. Est-ce qu'il faut attendre la confirmation de Fleming pour confirmer cela? Mais je ne le dis pas parce que moi-même, tout ce que vous verrez même l'autre prix Nobel l'a encore dit, que les grands savants, ceux qui ont fait la recherche n'ont pas peur de dire que cela est venu par accident ou par intuition. Mais lorsque on est jeune étudiant, on dit qu'on a monté, on a fait un plan pour y accéder. Donc les différentes, il y a 24 comportements que j'ai recensés pour accéder à la création scientifique. Est-ce qu'on peut en citer quelques... Oui, vous avez être à l'affût de l'inhabituel, l'imitation, aller à l'encontre des idées reçues, l'étude systématique. C'est à partir de cette étude que Euler a détruit certaines théories. Et c'est à partir de cette étude que j'ai aussi trouvé l'équation de l'absolu. Avoir le temps libre. Parce que souvent, ça prend du temps pour faire la recherche. Il faut avoir du temps libre. Alors, une autre question, comment vous interprétez cette citation, parce que je l'ai lu dans votre livre, le jugement des pères n'est pas celui de Dieu. Qu'est-ce que cela veut expliquer, ces citations? Oui, je vais y répondre, mais ce que j'ai donné, ce que j'ai cité, c'est les qualités intellectuelles. Oui. Mais il y a les qualités spirituelles. Et là, je parle de l'intuition, Intuition, oui. de la vision, de la relation, du contact avec Dieu. Parce que c'est Romain Roland qui le dit, si vous ne voyez pas ce que vous cherchez, vous ne trouverez pas ce que vous cherchez. Donc, à partir de ces qualités, et dans la grande formation qu'il faut donner à nos enfants, c'est cette formation d'accéder à l'intuition, qui est la suite de la concentration, la méditation, la contemplation, et qui accède à l'intuition. C'est un grand secret que je mets à la portée du grand public. Et je ne peux pas être contredit parce que cela vient de l'Occident. Ce livre, je peux y revenir avant de répondre à votre question. Ce livre, je ne l'ai pas écrit, mais je l'ai construit. Ce qui est contraire à l'habitude de l'écriture. Parce qu'en écrit, on donne ses pensées. Mais je l'ai construit en prenant les idées déjà exprimées afin que le monde puisse comprendre comment, dans ce milieu très secret, les choses se passent afin que les jeunes Africains, les intellectuels africains accèdent aussi à la création scientifique et que nous puissions marquer notre suprématie. C'est comme si vous avez fait ici une copie conforme à ce que les Occidentaux ont écrit. Parce que de temps à autre, vous êtes en train de citer soit un écrivain français, un écrivain occidental qui est en train de donner une citation d'une certaine formule. Oui, ces choses, c'est une belle formule de Sony. On n'invente pas ce qui existe, on en prend conscience. J'avais des choses à dire, je ne devrais pas être écouté, alors j'ai pris conscience de ce qui a existé. Et Sony m'a donné la formule. Parce que, au lieu de dire des choses que vous ne pouviez pas soutenir, mieux vaut faire la relation de ce qui est déjà accepté dans le milieu de la science occidentale afin de les donner aux Africains. Maintenant, on peut revenir à la question. Oui. Voilà, le jugement des pères n'est pas celui de Dieu. Effectivement, on peut dire aussi au niveau de la religion, c'est que seul Dieu sait qui est saint et qui ne l'est pas. Souvent, quand vous amenez une théorie, on n'accepte pas. On n'est pas au plutôt accepté.
Et il y a ceux dont les théories sont acceptées et qui sont des théories fausses. Vous aviez Abel qui a connu cette situation. Vous aviez ce jeune garçon gallois qui a créé le plus beau cours de mathématiques à l'université, la théorie de Galois. Donc la résolution des équations de n inconnu, la résolution des équations au 5e degré. Ça a été un étudiant de première année qui a résolu son équation de 5e degré, qui n'avait pas été accepté à l'académie, mais qui avait été accepté dès qu'il est mort. Donc, on ne peut pas dire que j'ai fait une fausse théorie, une fausse philosophie, et non, c'est une fausse philosophie parce que ce n'est pas accepté à l'université, mais parce que les pairs ne peuvent pas aussi l'accepter. Le milieu le plus méchant, c'est le milieu de la recherche, c'est le milieu de la création scientifique. Parce que vous accédez à une dimension divine. Vous avez comme l'impression que vous aussi, vous dites que vous n'êtes pas accepté jusque-là dans le monde scientifique. Les gens ne font pas attention à ce que vous êtes en train de faire, les découvertes que vous faites et tout ça. Voilà pourquoi vous êtes en train de vous plaindre. C'est une plainte que vous êtes en train de faire, en quelque sorte. Je mets à la fois une plainte et je donne un enseignement à ceux qui viendront, à ceux qui vont suivre. Parce que j'ai dit que la recherche, c'est une ascèse. Quand vous avez réussi, on vous répond par le silence. Et ça, c'est une leçon que Dury, je crois bien, a donné à Pascal, non, à Pasteur. Quand Pasteur allait à l'académie, il faisait des exposés. Il trouvait que la salle était silencieuse. Et au troisième exposé d'une de ses théories, d'une de ses découvertes, il commençait à paniquer. À ce moment-là, Dury s'est rapproché de lui pour lui dire, ici, effectivement, quand vous voyez que la salle est silencieuse, c'est que vous avez réussi. Donc, il y a aussi une plainte que je peux émettre parce que on dit que des Noirs, on ne connaît rien. Tout à l'heure, Watson a voulu aussi, il n'y a pas très longtemps, a voulu aussi le démontrer que génétiquement, les Noirs sont des incapables. Et lorsqu'on vous apporte une théorie, vous voyez qu'on répond par le silence, on répond par des qualifications, parce qu'on met très d'orgueilleux. Moi, j'ai une licence en sciences économiques, donc un bac plus 3. Mais j'ai accédé au moment où les autres poursuivaient leurs enseignements, en fait, on approfondissait les théories de, parce qu'on était en sciences économiques, les théories de développement, ainsi de suite, moi j'ai regardé ailleurs. Et j'ai eu la réponse à mes interrogations. Et puisque j'ai accédé à cette qualité d'intuition. Donc j'ai vu ce que je devrais faire et j'ai fait ce que j'avais à faire. Monsieur Romain, est-ce que vous pouvez nous parler à présent des conséquences du succès d'une découverte? Donc, il y a l'honneur. Quand on a réussi, il y a l'honneur. Mais souvent, on est pris en sandwich. Celui qui a découvert les rayons X Roentgen s'est même plaint d'avoir fait cette découverte. Et ici, en Afrique, nous avons un grand savant que le président Senghor a fait souffrir, Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, toute l'Afrique est fière de ce monsieur. Mais c'est par Kinshasa que j'ai appris, il est resté assistant malgré son doctorat. Il n'a pas gagné plus de 80 000 francs à Dakar. C'est un monsieur, effectivement, souvent, on passe sa vie dans... C'est après la mort, les honneurs viennent après la mort. Et pour une raison, parce que ceux qui veulent bien profiter de vos travaux voudraient vous voir d'abord disparaître pour en tirer profit. En fait, ils deviennent des spécialistes. Ils deviennent des spécialistes. Donc, la vie du chercheur, je mets là, par ce chapitre dans mon livre, j'ai attiré l'attention des jeunes gens qui voudraient venir. Ce n'est pas une vie facile. Quand vous aviez échoué, vous êtes détruit moralement. Quand vous aviez réussi, vous êtes attaqué psychologiquement aussi. Monsieur Pierre Romain Minahata, est-ce que vous pouvez nous parler à présent du processus réel de la création scientifique et de la vie des créateurs scientifiques? Bon, le processus réel de la création scientifique, c'est François Jacob qui va le dire. Il dit, le processus de la découverte et du progrès scientifique souvent ne correspond pas à ce qu'on nous enseigne à l'école sur la méthode scientifique. Il souligne que le cheminement de la science ne consiste pas en une suite de conquêtes inéluctables, qu'elle ne parcourt pas la voie royale de la raison humaine. En fait, ce que l'on apprend à l'université, et souvent je le dis à les élèves, vous ne pouviez pas imaginer, sans avoir fait la collecte des données, comment vous allez conduire votre recherche. Et c'est ce que François Jacob va dire,
le processus réel de la création scientifique, ce n'est pas ce que l'on enseigne aux docteurs. Et c'est pour cela que les docteurs africains, une fois revenus de l'Europe, sont perplexes. Parce qu'ils ne connaissent pas réellement, ils ne savent pas faire l'interaction entre le conscient et le subconscient. C'est un enseignement du docteur Morphy, où je dis, quand vous avez une question à résoudre, donnez-la au subconscient qui amènera la réponse. Parce que pour créer, il faut voir, entendre, sentir. Voilà le processus réel. Une fois qu'on a trouvé, qu'on a vu, et ça je l'ai fait au niveau de la dissection des mots, j'ai vu un mot se séparer devant moi. Et j'ai suivi cette procédure pour trouver, pour systématiser, pour donner maintenant une autre morphologie des mots. Où vous sentez, où vous voyez, ou, et comme le dit Darwin, et vous le recevez par intuition. Or, l'intuition intervient souvent la nuit. Ce sont des moyens irrationnels. Ce n'est pas des moyens rationnels qui sont enseignés au niveau de l'université. Souvent, bon, c'est fait pour... Vous voyez, ça, on enseigne pour accéder, pour être un chercheur officiel. Ou je peux même dire un chercheur scientifique. Mais ce n'est pas... c'est le chercheur, souvent irrationnel, qui apporte la connaissance. Au terme de vos recherches, pensez-vous donner une nouvelle impulsion, parce que vous parlez à la société, j'allais dire ici, puisque vous parlez, vous prêtez quand même votre attention particulière aux jeunes qui veulent venir et tout ça, à la société nouvelle. Est-ce que là, vous voulez donner une impulsion nouvelle? Oui, si le noir veut être pris en considération par le blanc, il doit attaquer le blanc dans son domaine de prédilection, qu'est la création de la connaissance. Aucun blanc n'aura peur du noir parce qu'il aura été riche, parce qu'il aura été comme ceci. Et le sous-développement, nous n'en sortirons que par la recherche. Nous avons là trois raisons: l'ignorance, l'absence de solidarité, l'égoïsme. Mais la première cause de la misère, c'est l'ignorance. Et le sous-développement, ça choque, ça va choquer, le sous-développement, c'est l'ignorance. Un peuple intelligent ne peut pas être sous-développé, ne peut pas être pauvre. Le cas du Japon, le Japon n'a pas de matière première. Mais ils ont l'intelligence et ils savent transformer ce qu'ils ont. Donc, au niveau de l'Amérique, si le président américain peut se targuer de faire tout ce qu'il veut faire, c'est parce qu'il sait que les physiciens ont déjà trouvé les solutions pour attaquer un pays à 2000 km et tirer juste. Donc, la suprématie, à ce niveau-là, j'aime beaucoup cette partie de Dury, il dit, la suprématie d'un peuple ne dépend pas des discours d'estrade, des programmes à fracas, mais du travail silencieux et obstiné de quelques hommes de lettres, d'art et de sciences. Donc c'est dans les travaux des laboratoires que viendra notre suprématie et notre respect. Vous voyez avec ces théories, lorsqu'on vous dit que M. Einstein a faussé la physique, et qu'il a, à partir de sa compréhension, il y a eu la physique classique et la physique relativiste. J'en ai discuté avec les éminences de cette science, ils ont reconnu qu'effectivement, il n'y avait pas une physique classique, une physique relativiste, parce que tout dépend du temps, et le temps ne dépend que du mouvement. Donc, l'absence de la dynamique en physique nous a amené à séparer ces choses. Et vous avez là, ça ruine cette physique que j'appelle la théorie de la relativité absolue, ruine la physique. Nous avons procédé à la révision de toutes les formules physiques parce qu'un mouvement physique est une suite. On ne peut pas avoir une formule brute. Vous voyez que moi, j'ai des suites. Ce n'est pas où on dit ainsi de suite. Donc, suivant le temps, lorsqu'une maison s'écroule, c'est qu'elle a commencé à se figurer depuis longtemps. Et lorsqu'on connaît la suite de ce mouvement, on peut déterminer à quelle année on peut. Cette formule a des applications. La plus grande application, c'est l'amélioration de la puissance des arbres. Est-ce que tout de suite, on peut passer à la démonstration de cette formule tout de suite? Oui, mais très bien. Voilà. Pour déterminer la formule de la puissance absolue, nous partons de la formule acceptée de l'énergie. Donc, c'est la moitié de la masse multipliée par le carré de la vitesse. C'est déjà faux, parce que le 2 là appartient à la vitesse. Mais nous le prenons en considération. Donc, la vitesse,
c'est la distance sur le temps. Et si nous considérons AB constant, dans notre physique, effectivement, nous considérons la distance comme étant constante. Quel que soit, parce que quand on fait 2 mètres par seconde et 10 mètres par seconde, on a fait les 2 mètres au 10e de la seconde. Donc il y a une portion d'espace que l'on fait par mouvement, en réduisant le temps. À ce moment-là, en mettant la dynamique que j'ai apprise dans un cours à l'université, dans les études de marché, donc autant 1 en 1 seconde, si je fais AB en 1 seconde, j'ai pour énergie E1. Donc la masse fois la distance au carré sur 2. Si je fais cette même distance à la demi-seconde, ben je vais avoir M sur 2, et en faisant la théorie, en appliquant la théorie de fraction, donc je vais avoir 2 au carré qui va me donner ceci, qui est 2, c'est-à-dire le carré de E1. Si je viens au tiers de la seconde, eh bien je vais avoir 9 fois la distance, l'énergie au temps 1 seconde. Et quand on va arriver à En, c'est normal qu'on trouve En au carré. Maintenant, on veut comprimer le temps. C'est-à-dire on veut agir pratiquement à la limite de 0. Et pour agir à la limite de 0, nous considérons 10 puissance moins n, donc 0,0001. À ce moment-là, nous plaçons les 10 moins 1 au dénominateur, et comme avec son carré, en appliquant la théorie des puissances, nous avons effectivement 10 puissance 2n, m sur 2, AB au carré, et qui nous donne, donc, pour agir en un temps presque nul, il faudra avoir 10 puissance 2n, donc le temps que vous déterminez, la fraction que vous déterminez, et vous le multipliez par l'énergie au temps 1 seconde. Donc nous partons de 1 et nous reculons. C'est la puissance, et vous trouverez aussi, cette formule s'applique à l'économie, parce qu'une distance à la demi-seconde, ben je vais avoir m sur 2, et en faisant la théorie, en appliquant la théorie de fraction, donc je vais avoir 2 au carré, qui va me donner ceci, qui est 2, c'est-à-dire le carré de E1. Si je viens au tiers de la seconde, eh bien je vais avoir 9 fois la distance, l'énergie au temps 1 seconde. Et quand on va arriver à En, c'est normal qu'on trouve En au carré. Maintenant, on veut comprimer le temps. C'est-à-dire on veut agir pratiquement à la limite de 0. Et pour agir à la limite de 0, nous considérons 10 puissance moins n, donc 0,0001. À ce moment-là, nous plaçons les 10 moins 1 au dénominateur, et comme avec son carré, en appliquant la théorie des puissances, nous avons effectivement 10 puissance 2n, m sur 2, AB au carré, et qui nous donne, donc, pour agir en un temps presque nul, il faudra avoir 10 puissance 2n, donc le temps que vous déterminez, la fraction que vous déterminez, et vous le multipliez par l'énergie au temps 1 seconde. Donc nous partons de 1 et nous reculons. C'est la puissance, et vous trouverez aussi, cette formule s'applique à l'économie, parce qu'une monnaie puissante est celle-là qui est proche de 0. Tout ce qui est proche de 0 est puissant. Jusque-là, qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau dans cette formule? Parce que vous dites au départ que E est égal à 1 sur 2 mv carré, cela est faux. Ce que nous apportons de nouveau, de manière absolue, c'est que en physique, il y a la dynamique, et la dynamique, c'est une suite. Donc on ne peut pas exprimer les formules de physique de manière algébrique, mais de manière arithmétique. Donc, il faut aller dans la suite. En plus, on ne peut pas séparer la mécanique de Newton de la mécanique d'Einstein, parce que en évoluant avec le temps, on arrive à exprimer le même phénomène. Soit que la masse varie avec le mouvement. Donc, ce qui a été fait auparavant, et ça y est dans notre site, ce qui a été fait auparavant est faux et devrait être révisé. Ça y est, entre les mains des physiciens de Brazzaville, qui m'ont dit à l'oreille que j'avais raison, pour
pour avoir modifié le champ théorique. Donc je ne parle pas en l'air, parce que c'est des choses inspirées. Et l'inspiration, la définition est bel et bien donnée par Isaac Asimov, dit bien inspirer veut dire aspirer à l'intérieur. Donc c'est des choses qu'on a trouvées, qu'on a expérimentées, et dont les applications sont ici. Avec cette formule, si nous prenons, si nous faisons agir, si nous faisons éclater la PMAK à la vitesse de la bombe atomique, donc à 10 puissance moins 12, donc à la millionième de la seconde, vous verrez que cette balle de PMAK sortira avec une énergie qui avoisinerait au moins 100 kilotonnes. Donc on n'a pas besoin, c'est-à-dire plus qu'on comprime le temps, plus qu'on obtient de l'énergie. On peut appliquer la même théorie pour améliorer par exemple les barrages. Plus qu'on va pincer la sortie de l'eau, plus que le mouvement, l'énergie sera de plus en plus grande. Maintenant, il faudrait voir s'il n'y a pas de rupture. S'il ne peut pas y avoir, on ne peut pas arriver à la rupture. De même que pour ce que j'ai dit tantôt, pour la balle de PMAK, qu'on fait exploser à la vitesse de la bombe atomique, mais à ce moment-là, il faut changer la rampe de lancement. Donc c'est le tuyau, il faudrait voir quel type d'alliage, parce que ça va sortir avec plus d'énergie. Pour peut-être conclure, cette formule veut dire tout ce qui est instantané énergétique. Tout ce qui est instantané énergétique. Les mathématiques, je veux plus insister parce que c'est ça la grande innovation, et je viendrai là-bas. Ici, pour exprimer les fractions en écriture complexe, nous avons fait l'hypothèse comme quoi, supposons que nous ayons 3 choses à partager à 5 personnes, et que chaque personne reçoive une seule chose. Donc vous avez là 1, 1, 1. Le premier 1 va si c'était des personnes, le premier objet va à la première personne du dénominateur, le deuxième objet va à la deuxième personne du dénominateur, le troisième objet va à la troisième personne du dénominateur. À ce moment-là, puisque chaque personne au dénominateur doit recevoir une chose, ceux-là reçoivent des objets imaginaires. Ils reçoivent quand même quelque chose, mais qui est imaginaire. Et vous trouverez là 3 sur 1 sur 1, plus 2. Donc il y a 3 qui reçoivent des objets constants, il y a 2 qui reçoivent des objets imaginaires. À ce moment-là, nous arrivons effectivement à l'écriture, on écrit en nombre complexe les fractions. Et il y a l'inverse. Nous prenons 5 tiers, donc on a 5 objets à répartir à 3 personnes, mais dont chacune ne doit recevoir qu'un seul objet. Et vous verrez que 1 sur 1, 1 sur 1, 1 sur 1, et les 2 objets restants vont aller à 2 personnes imaginaires. En refaisant la même opération, puisqu'on va arriver ici, c'est l'inverse, moins 1, et nous allons trouver 3 moins 2i. Il y a une équation qui sera exprimée là par les moins 1, et qui va nous donner, c'est bien 3 plus 2i, et bien l'inverse de 3 moins 2i en matière de complexe. La fonction décimale, elle est arrivée parce que devrait être là. Nous l'avons vu, nous l'avons expérimenté, et dans une étude très complexe qui nous a amené à déterminer le nombre dit infini. Il y a un nombre, quand on dit nous tendons vers l'infini, ce nombre-là, c'est 9. Parce que, plus, comment y arriver? Si nous considérons l'exponentielle de 0,x, vous trouverez que l'exponentielle de 0,9 n'est pas égale à 1. Or, en application de la formule si nous appliquons cette formule que AX est égal à AY, si et seulement si X est égal à Y, donc pour que l'exponentielle de EX soit égale à exponentielle soit égale à 1, donc exponentielle de 0, pour qu'il y en arrive, il y a quelque chose qui... Il faudrait qu'on ait X soit égal à 1. Donc, au fur et à mesure que nous avons poussé, nous avons trouvé que ce qui était proche de 1
ce qui était proche de 1, c'était 0,9, ainsi de suite. Ça nous rapprochait de exponentielle de E. Voilà, ça, il faut poser ça. Voilà. Ça nous rapprochait de exponentielle de E. D'où, à ce moment-là, vous aviez 0, 9, 9, 9, 9, 9, qui est proche de 1. Hein, il y a eu au départ... Donc, lorsqu'on applique cette formule, nous nous rendons compte, puisqu'on doit tendre vers 1, et à ce moment, c'est des études très complexes qu'il faudrait regarder. Bon, l'algèbre de nombres, je l'ai dit tantôt, c'est une algèbre qui systématise le 7e livre d'Euclide. Donc, on ne travaille qu'en termes de nombres pairs et impairs. C'est-à-dire que la somme de deux nombres pairs est égale à un nombre pair, la somme de deux nombres impairs est égale à un nombre pair, la somme des nombres impairs et des nombres impairs est égale à un nombre impair, ainsi de suite. Et à partir de ce genre de théorie, nous avons bâti là une algèbre qui va jusqu'aux matrices, qui intègre la géométrie. Et ici, pour revenir, la fonction décimale détruit l'ensemble de l'enseignement actuel des mathématiques. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir de moins l'infini à plus l'infini. C'est comme si on postait une lettre depuis Washington et qu'on vous disait qu'il faut la déposer à Kinshasa. Il n'y a pas d'adresse. Donc il faut être beaucoup plus. Il faut dire en mathématiques dans quel intervalle on est en train de travailler pour trouver les résultats qu'on est en train de trouver. Tant qu'on n'a pas défini cet intervalle, il n'est pas normal de dire de moins l'infini à plus l'infini. Parce que, effectivement, ça, dans l'étude qui est plus complète, nous avons pris en compte les décimaux qui sont écartés dans les études mathématiques. Et lorsqu'on a écarté cela, on a faussé cette compréhension. J'ai beaucoup plus de poids parce que Mandelbrot est passé par là, dans la théorie des fractales, et il a démontré qu'effectivement, lorsque on dit, tel qu'au niveau du fleuve, là, au niveau on dit qu'en partant de tel point à tel point au niveau du fleuve, ça fait 1 km, lui il dit, mais et les autres contours. Donc, il faut aller pas à pas pour trouver effectivement la plus grande des distances. Cette théorie, j'aime beaucoup cette théorie au niveau de la linguistique. Ici, on a condensé, parce que dans cette linguistique qui est appelée morphologie, et le mot qui a été retenu scientifiquement, proposé par mon petit frère, M. Toto, nous déterminons là les relations que définissent les mots. Et dans l'étude complexe, vous verrez qu'il y a là une capacité. Le mot titre a pour anagramme tiré. Mais dès lors que ce mot, son orthographe, on y ajoute dans son orthographe, on y ajoute un S pour marquer le pluriel, non pas que nous trouvons tiré, mais nous trouvons aussi triste. À ce moment-là, il y a une extension. Donc le fait d'avoir ajouté S à titre nous fait générer le mot triste. Donc, tiré au singulier en relation avec 2 mots, au pluriel, il est en relation avec 3 mots. De même que si nous partons de direct, il est en relation avec dicté, et lorsqu'il est au pluriel, le fait d'ajouter S, le S là dissout le mot dicté. C'est un verbe. Donc il disparaît pour nous donner discret. On peut aussi trouver des morphologies, parce qu'au niveau de la linguistique classique, on étudie, on cherche seulement les radicaux, les préfixes et les suffixes. Maintenant, cette théorie apporte d'autres morphologies des mots, qui sont les homospécies, les hétérospécies, les extraspécies, les morphocomplétospécies, les mots qui sont commutants, vous allez le voir. Quand nous prenons petit, nous avons là un extraspécie, c'est-à-dire que on isole ici que « et ». Quand nous arrivons à petite, on isole 2 mots qu'on ne peut plus disséquer. Une conjonction et un pronom qui se retrouvent là. Et ça, c'est un morpho-complétospécie. Nous prenons par exemple le mot Kori. Ça, c'est dans la complexité maintenant de la théorie. On peut le diviser de 2 manières. On prend d'abord Kol avec Is. Donc, ça nous fait un nom
et de graphèmes, donc 2 graphèmes. Nous pouvons partir de lys, nous laissons co, ça nous fera encore 2 graphèmes et un nom. À ce niveau-là, vous aviez une commutation, parce que la commutativité, c'est AB qui est égal à BA. Donc ça, c'est collé à une structure morphologique commutante. Et c'est très passionnant parce que c'était pas évident. Et comme l'avait dit un journaliste, il dit, mais oui, mais c'est quand on montre l'évidence qu'on reçoit un prix Nobel. Donc là, on démontre là l'évidence. Collé à une structure qui commute. On peut le prendre d'abord à gauche, de même qu'à droite, mais nous nous rendons compte que les 2 formes ne sont que la même forme qui fait une commutation. Et il y a une para-cohomologie, il y a une para-commutation, il y a des mésocommutations, de dextrocommutations, de lévocommutations. Donc maintenant, on peut continuer à faire l'équation. C'est-à-dire, si nous prenons le mot école, combien d'autres mots nous pouvions trouver? Et lorsqu'on les classe par nom, article, pronom, ainsi de suite, nous trouvons là maintenant la probabilité. Dans école, la probabilité de générer un nom est de 33%. La probabilité de générer un article est de 33%. La probabilité de générer un pronom est de 33%. Et les autres catégories disparaissent. Et lorsque nous passons au pluriel, la probabilité de générer un nom augmente, ça passe à 36. La probabilité de générer un article diminue de 14. La probabilité de générer, à ce niveau-là, il apparaît quelque chose. Il apparaît quelque chose, c'est un adjectif. Donc le fait d'ajouter S fait apparaître des adjectifs. Et ces adjectifs, parce qu'ici là ça sera sec, cet adjectif prend au niveau de 33 et de 34 au niveau des articles et au niveau des pronoms, parce que là on descend à 30. Donc ça montre bien mathématiquement que le pluriel est différent du singulier. Et cette même théorie nous montre que lorsque un mot a été écrit, il est un ensemble de structures et qu'on ne peut pas détruire comme ça. Donc une faute d'orthographe, on la démontre. Parce que ou soit l'équation de probabilité diminue, ou soit la forme diminue, ou soit c'est au niveau de ces relations. Au niveau de ces relations qui aura diminué. Maintenant, nous avons là la chaîne. C'est l'enchevêtrement. C'est-à-dire que famille peut se déduire à partir d'une suite. Vous avez il qui est inclus dans 1000, 1000 qui est inclus encore dans 1000, et 1000 va nous donner famille. Si ici on regarde la forme d'évolution, nous avons la gauche, nous avons la droite, et à la fin encore la gauche. Donc nous dirons que c'est une chaîne d'enchevêtrement ambicostral, donc qui prend les deux côtés. Nous pouvions aussi déduire télévision. En partant de on, nous avons ion, nous avons sillon, nous avons vision et nous avons télévision. Ici, vous voyez qu'on évolue qu'à gauche. I, si, vis, vici et télévici pour trouver télévision. À ce moment-là, nous avons une chaîne d'enchevêtrement lévo-costa. Lévo comme gauche. Donc, il y a des chaînes d'enchevêtrement mésocosta, lévo. Donc, ça, c'est dans la théorie, dans sa grande... Nous attendons les documents que nous avons déposés à l'UNIKIN et à l'UPEN. Une fois qu'ils seront d'accord, je crois que je serai très content, c'est pour cela que nous avons fait le déplacement sur le Kinshasa, pour que au moins une université africaine soit le siège de diffusion de ces connaissances. Parce que nous dit Babacar Ndiaye, le travail de l'Afrique a besoin d'être montré et mis en valeur. Mais lui, il pense que c'est là où il peut être mieux valorisé. Et moi, je pense, c'est bien, on va le mettre en valeur, mais là où il a été créé, je peux tirer plus profit
à faire toutes ces choses. C'est malheureux qu'en Afrique, on ne comprenne pas que les résultats de la recherche relèvent d'abord de la sécurité et de la défense. Donc lorsqu'on laisse partir les chercheurs, lorsqu'on les laisse... parce que ici, avec ce genre de formules, telles que ici à cette morphologie, on peut définir différentes formes de mots que l'on codifie dans un environnement et que l'on s'échange sans pour autant que les autres ne rentrent là. Donc, je sais que petit, c'est alpha x8, alpha x4. Bon, ça, c'est déjà codifié. On va encore trouver un autre mot. Donc, vous verrez seulement sur une feuille des équations qui sont en train de défiler et vous arriverez à une poste de garde, vous direz, bon, écoutez, on ne sait pas de quoi dont il s'agit.